Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Ce soir, on va passer l'heure qui vient dans la tranquillité de la forêt de Brocéliande, en compagnie de personnages que vous connaissez sûrement, au moins de nom. Le roi Arthur, sa femme Guenièvre, Lancelot, Galahad, Merlin l'Enchanteur, la Dame du Lac ou la Fée Morgane. Et on parlera aussi des chevaliers de la Table Ronde, d'Excalibur, de Camelot, le château légendaire d'Arthur, d'Avalon ou de la quête du Graal. Toute cette mythologie, ces légendes arthuriennes, elles apparaissent dans des romans, des films, elles inspirent encore beaucoup de fiction, et c'est pour ça qu'on connaît plus ou moins bien ces personnages. Mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est purement de la fiction? Ou est-ce qu'elles font écho à une page de l'histoire? À quel point est-ce qu'elles sont anciennes? Et pourquoi elles persistent dans la culture littéraire et populaire? Parce que tous ces noms que je viens de mentionner étaient déjà célèbres, très célèbres, il y a 6 ou 7 siècles, au Moyen Âge. Donc dans notre épisode de ce soir, je vais vous raconter des histoires, comme toujours dans nos épisodes mythologiques. Mais on va aussi se pencher sur cette légende arthurienne pour mieux la comprendre. On voyagera au pays de Galles, en Angleterre, en Bretagne, depuis la chute de l'Empire romain au 5e siècle, jusqu'à nos jours. On parlera de la naissance des littératures britanniques et françaises, des Celtes, des Romains, des grandes invasions, et encore bien d'autres choses. Alors merci d'avance de bien vouloir commenter cet épisode ou cette émission, de liker, vous abonner, c'est ça qui permet de développer ce programme. Et une fois ceci fait, installez-vous confortablement, laissez la tension s'échapper de vos épaules. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me laisser vous raconter ces histoires et vous en expliquer le contexte. N'hésitez pas à fermer les yeux et vous laisser aller pour vous endormir, si vous le souhaitez. Vous pourrez toujours revenir plus tard. Et maintenant, c'est parti avec une première histoire. Il était une fois, il y a longtemps, très longtemps, l'île de Grande-Bretagne s'enfonça dans le chaos après la disparition de l'Empire romain. Quand les Romains étaient là, la Grande-Bretagne était prospère et sûre. Mais une fois l'Empire disparu, des invasions barbares commencèrent. Les villes se vidèrent, les villages étaient pillés, et plus aucune région du pays n'offrait la moindre sécurité. Les Bretons attendaient désespérément un sauveur, et il apparut. Le roi Arthur, guidant ses chevaliers et son armée à travers le pays, rétablit la paix et restaura l'autorité sur cette terre qui aspirait à redevenir un pays paisible et prospère. Avec sa femme Guenièvre, blonde comme le soleil et belle comme une étoile, Arthur dirigea ensuite son nouveau royaume depuis le château de Camelot, aidé par Merlin l'Enchanteur et ses chevaliers de la Table Ronde. Le roi Arthur était craint de ses ennemis et aimé par son peuple. Et ses chevaliers étaient liés à lui par le code de la chevalerie. Ensemble, ils contrèrent plusieurs fois les plans maléfiques de la fée Morgane pour s'emparer du pays ou renverser cet ordre. Et ils se lancèrent même dans la quête ultime de gloire, la recherche du Graal.
Sous l'autorité de ces personnages bienveillants, la paix fut donc préservée dans le royaume, malgré des menaces constantes, des ennemis internes et étrangers, la magie, l'amour qui parfois menaçait les amitiés et même les liens de l'honneur. Arthur possédait Excalibur, une épée légendaire. Selon certains, il avait pu tirer l'épée d'une enclume située en haut d'une grosse pierre, car il avait été le seul accepté par l'épée. Et cette arme fabuleuse avait confirmé qu'il était bien le roi légitime. Selon d'autres, Excalibur lui avait été donné par la Dame du Lac, Viviane, une enchanteresse qui était aussi la protectrice de Sir Lancelot du Lac, et qui parfois avait aidé Merlin. Alors qu'Arthur approchait de la fin de sa vie, alors qu'il avait été blessé par son neveu, Mordred, le traître Mordred, il fut transporté sur l'île légendaire d'Avalon, l'île gouvernée par des sorciers, et personne ne l'a jamais vu mort depuis. Alors peut-être qu'un jour, il reviendra. Toute cette histoire, ça relève de la légende, et vous l'avez peut-être déjà entendue sous la même forme, ou avec les mêmes personnages, dans d'autres rôles, ou avec des éléments un peu différents. C'est parce que cet univers de contes a été élaboré sur une très longue période, des centaines d'années, et longtemps après que ces événements sont censés s'être produits. Ces histoires ont été mises par écrit dans des ouvrages, des traités pseudo-historiques ou des romans, en Angleterre et en France, depuis plus d'1 millier d'années. Et même sans être familier avec Arthur, vous avez probablement trouvé ces histoires un peu familières, parce qu'elles sont aussi une source, une sorte de matrice pour énormément d'histoires de chevalerie, de contes de fées, d'histoires fantastiques en général, des histoires écrites ou inventées longtemps après, qui utilisent les mêmes schémas narratifs, les mêmes stéréotypes de personnages, depuis des contes de fées traditionnels comme Blanche-Neige, en passant par le Seigneur des Anneaux et jusqu'à Indiana Jones, avec la recherche du Graal, ou Star Wars avec ses chevaliers Jedi. Ils doivent tous une partie de leur inspiration à la mythologie arthurienne. Donc je vais vous raconter des histoires qui en sont issues dans un instant. Mais d'abord, je vous disais au départ qu'on pouvait se demander si la littérature arthurienne avait une dimension historique. Pour y répondre, il faut aller dans le passé, en Grande-Bretagne, plus précisément la province romaine de Britannia, qui correspondait à ce qu'on appellerait plus tard l'Angleterre et le Pays de Galles. Et il faut commencer à l'époque où l'Empire romain se retire de Grande-Bretagne. À partir du 1er siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain conquiert une bonne partie de la Grande-Bretagne, tout sauf l'Écosse, qui ne sera jamais occupée par les Romains. Déjà parce que les tribus celtes qui vivent en Écosse se défendent farouchement. Et aussi parce que pour les Romains, c'est très loin, c'est inhospitalier comme région. Britannia est déjà la plus nordique de leur possession, et pas spécialement stratégique. Donc les Romains ne mettent jamais les moyens pour envahir durablement l'Écosse. Ils y lancent juste des raids, et au début du IIe siècle, ils décident de fixer leurs frontières au nord de l'Angleterre, très proche de ce qui est aujourd'hui la séparation entre l'Angleterre et l'Écosse. Ils construisent un long mur, le mur d'Adrien, qui court de la mer du Nord à la mer d'Irlande.
Comme frontière, ce mur n'est pas très efficace parce qu'il fait 120 km de long, ce qui le rend impossible à garder entièrement. Donc il ne bloque pas vraiment les invasions venues d'Écosse, mais il sert surtout à marquer la frontière, à tracer une limite. Le mur reflète la stratégie romaine au IIe siècle, qui est de se mettre sur un pied plus défensif sur certaines de ses frontières. Parce que l'Empire est devenu gigantesque et qu'il y a des troubles dans certaines provinces loin de l'Italie, comme en Égypte ou en Mauritanie. Ce mur est aussi un édifice politique. Il est là pour montrer où commence l'Empire et faire étalage de ses capacités financières, techniques et aussi humaines. Au sud du mur, dans la province de Britannia, Rome a réalisé une invasion au 1er siècle qui a été brutale et qui à un moment a même failli tourner au désastre pour elle. Mais après, elle a apporté un niveau de sécurité et de prospérité qui était inédit en Grande-Bretagne. Avec Rome arrivent les routes, le commerce international, l'extension des terres cultivées, des villes plus grandes, voire des villes tout court, parce que les Celtes n'avaient pas de très grands foyers de peuplement urbain. Et en général, comme dans beaucoup de provinces de l'Empire romain, le niveau de vie s'élève de façon visible. Les gens restent pendant plusieurs générations assez bien protégés des raids constants qui prévalaient avant l'époque romaine. Surtout ceux qui n'habitaient pas trop près des côtes. Et Rome met aussi fin aux guerres entre les petits royaumes celtes, puisqu'elle les absorbe tous. Se passe en Grande-Bretagne ce qui était déjà arrivé avant en Espagne et après en Gaule. Des troupes sont stationnées constamment et elles évitent les troubles. Mais au IVe siècle, et surtout au Ve siècle, cet ordre s'effondre. L'Empire romain d'Occident, dont fait partie la province de Britannia, est débordé et il se retire des provinces périphériques, ce qui est le cas de la Grande-Bretagne. Au début du Ve siècle, les troupes partent et elles laissent Britannia à son sort face à des menaces venues d'Irlande, d'Écosse et du continent. Il y a déjà les Irlandais, Rome n'a jamais conquis l'Irlande, qui commencent à attaquer régulièrement la côte ouest en face de chez eux. Surtout au début, ça leur fait des cibles mal défendues et lucratives, puisque Britannia a été relativement prospère. Au nord menacent les Écossais et les Pictes, qui franchissent le mur d'Adrien, comme s'il n'existait pas, pour piller le nord de l'Angleterre. Alors les habitants de Grande-Bretagne, les Bretons, facilitent l'arrivée en Grande-Bretagne de tribus germaniques qui arrivent en traversant la mer du Nord. Ils les invitent comme mercenaires, mais ça finit par se retourner contre eux parce que les mercenaires arrivent avec armes et bagages et ils se transforment en envahisseurs, notamment les Angles et les Saxons. Ce qui sera plus tard l'Angleterre et le Pays de Galles est plongé dans le chaos au Ve siècle, une période qui marque le début de ce qu'on a appelé les âges obscurs, le début du Moyen Âge. Obscur, c'est un jugement de valeur, mais il est défendable si on considère la chute de l'économie, le fait que les villes se vident, que beaucoup de la technologie et du savoir antique se perdent. Il y a probablement aussi une chute de la population. Et ça arrive en Europe de l'Ouest quand l'Empire romain d'Occident s'effondre. En Espagne, en Gaule, en Italie, en Afrique du Nord. Et avec un peu d'anticipation en Grande-Bretagne, parce que les Romains sont partis avant. Mais justement, malgré toutes ces difficultés,
quelque chose se produit en Grande-Bretagne au cours du 5e siècle. Parce qu'à la fin du siècle, après des décennies de chaos, la situation semble s'être améliorée et un semblant de paix a été restauré. Comme on a très peu d'archives, d'écrits et de témoignages de cette période, on ignore ce qui s'est passé précisément. Peut-être qu'un homme providentiel, un Romain ou un Breton, a réussi à réétablir une autorité. Mais on ne sait pas qui, ni comment, et il y a plusieurs possibilités, plusieurs candidats. C'est pour ça que je fais cette petite parenthèse historique, parce que cet homme providentiel, ou une combinaison de plusieurs hommes, pourrait bien être l'inspiration du roi Arthur comme personnage. Difficile d'affirmer quoi que ce soit, parce que ce nom, le roi Arthur, apparaît pour la première fois dans un poème gallois du IXe siècle, c'est-à-dire plus de 300 ans après ce rétablissement de la fin du 5e siècle. Autant dire que ça n'est pas fiable comme source historique. Mais dans ce poème, Arthur n'est pas mentionné comme un roi, mais plutôt comme un chef militaire qui se serait battu aux côtés des rois des Bretons et qui aurait mené une armée à la victoire plusieurs fois contre des Saxons. Il les aurait forcés à se retirer. Ces Saxons qui font partie de ces forces qui ravagent la Grande-Bretagne au 5e siècle. Une autre théorie, c'est que l'inspiration d'Arthur pourrait être un homme d'origine romaine. Il aurait pu être inspiré par un homme nommé Riotamus ou Arthurius, un Romain ou Brito-Romain qui aurait vécu dans l'Angleterre post-romaine, après le retrait des armées romaines, et qui aurait combattu les envahisseurs. Il est tout à fait envisageable qu'un homme fort, ou plusieurs, soit apparu à la fin du 5e siècle. Mais les historiens n'en ont pas trouvé la trace. Et ça n'est pas très étonnant parce qu'en Grande-Bretagne, comme dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Ouest, la période du 5e au 7e siècle fait partie des moins bien connues. Comme le terme « âges obscurs » le suggère, ces premiers siècles du Moyen-Âge sont une période où la civilisation recule à différents égards. Peu de documents ou de chroniques sont écrites, et parmi elles, beaucoup sont perdues à cause du temps et des invasions. Donc on manque de sources. On manque même de bâtiments. Il n'y a quasiment pas de traces architecturales de cette période, parce qu'aucun grand bâtiment en pierre n'est construit, ou presque. À partir des années 800, on trouve un peu plus de documents qui viennent du Pays de Galles et de Bretagne, la Bretagne continentale cette fois-ci, en France, mais qui à l'époque ne fait pas partie de la France. Elle devient au Moyen-Âge un petit royaume qui, culturellement, a été influencé par des Bretons qui ont traversé la Manche pour venir s'y installer. Ce qui a contribué à cette coloration plus fortement celtique de la culture bretonne. Ensuite, elle devient un duché, et elle n'est rattachée à la France, après beaucoup de péripéties, seulement qu'au XVe et XVIe siècle. Dans ces contes du IXe siècle, gallois et bretons, Arthur apparaît donc comme un héros, un grand guerrier, qui défend la Grande-Bretagne contre toutes sortes d'ennemis, qu'ils soient humains ou surnaturels. Mais il est seul dans ces histoires. On ne mentionne pas d'autres personnages autour de lui. La vraie fondation de la mythologie arthurienne, elle apparaît au XIIe siècle, donc en plein Moyen-Âge, et 300 ans après les premières mentions du personnage. Au XIIe siècle, on est à peu près 700 ans après l'époque où Arthur aurait régné, presque aussi loin de cette période que nous par rapport au XIIe siècle.
Et ce livre du XIIe siècle, qu'on peut considérer comme fondateur de la légende arthurienne, c'est un ouvrage qui s'appelle l'Histoire des rois de Bretagne. Bretagne au sens de la Grande-Bretagne. Plus exactement, Historia Regum Britanniae, parce qu'il est rédigé en latin, comme il se doit à cette époque. Son auteur, c'est un clerc, un évêque gallois, Geoffroy de Monmouth. Contrairement à ce que le titre laisse entendre, ça n'est pas un livre d'histoire sérieux. Aucun historien ne le considère comme une source fiable, parce que c'est un récit largement de fiction, pour l'essentiel, de l'histoire britannique. Le livre commence par raconter la fondation mythique de la nation britannique. Selon son auteur, par des Troyens, les Troyens de l'Iliade, qui se seraient enfuis des ruines de Troie. Cette histoire, en fait, elle est directement copiée sur celle de l'Énéide, un autre récit mythique, mais romain, du poète Virgile, dans lequel Virgile raconte le voyage et la fondation de Rome par des Troyens, menés par Énée. C'est une œuvre de littérature qui rend hommage à l'Iliade et à l'Odyssée, mais en les mettant à la sauce romaine. Le texte de l'Énéide reste connu au Moyen Âge, et on en voit sans doute la trace, la reprise, dans cette histoire selon laquelle les ancêtres des rois britanniques seraient des Troyens. Donc, selon le récit de Geoffroy de Monmouth, les Troyens arrivent en Grande-Bretagne, et ensuite ils racontent 2000 ans d'histoire, jusqu'à l'invasion et la prise de contrôle de la Grande-Bretagne par les Anglo-Saxons, peuple germanique venu du continent, ce qui est historiquement arrivé au 7e siècle. La valeur de cet ouvrage n'est pas historique, évidemment. En grande partie, il est simplement inventé. Sa valeur est plutôt littéraire et culturelle. C'est une œuvre de littérature médiévale, dans laquelle il n'y a pas que les bases de la légende arthurienne. Un autre personnage qui fait une apparition, par exemple, un personnage de fiction, c'est le roi Lear. On connaît ce nom du roi Lear aujourd'hui, surtout grâce à Shakespeare, qui l'a utilisé dans une de ses œuvres les plus connues. Mais bien que ça ne soit pas un livre d'histoire fiable, l'histoire des rois de Bretagne va être très populaire au XIIe siècle et après. Elle va même être traduite dans plusieurs langues. Et jusqu'à la fin du Moyen Âge, on prend son contenu plutôt au sérieux. On pense que c'est un document historique, une grande fresque historique. Maintenant, quand on dit qu'un livre est populaire au Moyen Âge, attention parce que ça ne veut pas dire qu'il atteint une grande partie de la population, loin de là. Les livres sont écrits, copiés à la main, essentiellement dans des monastères, et ils sont accessibles seulement à une élite de moines, de bibliothécaires, et quelques érudits et nobles éduqués. Une population très petite. Donc la définition d'un livre à succès au XIIe siècle, c'est quelques dizaines de copies, et quelques centaines ou milliers de lecteurs. Ça ne descend pas du tout dans la culture populaire. En tout cas, pas immédiatement. Mais avec le temps, les parties les plus mémorables d'un récit comme l'histoire des rois de Bretagne peuvent être communiquées à l'oral, reprises dans d'autres ouvrages, et finir par toucher une population plus large, jusqu'à influencer des récits et des contes populaires qui vont vraiment se répandre et devenir influents. C'est très lent, c'est indirect, mais c'est comme ça que la littérature peut avoir une influence qui va aller très au-delà du public lettré, qui lui effectivement est très petit. Alors dans l'histoire des rois de Bretagne, l'auteur introduit un père pour Arthur, le roi Uther Pendragon. Ça vient du gallois, ça veut dire tête de dragon.
Et il raconte qu'une fois les Romains partis de Grande-Bretagne, les Bretons se mettent à la recherche d'un monarque, un roi, pour les défendre contre les menaces qui viennent de toutes les directions. Toujours selon son récit, l'archevêque de Londres se tourne vers le roi de Bretagne, de la Bretagne continentale, celle qui est en France. Et il offre le trône de Grande-Bretagne contre la promesse de défendre son pays. Le frère du roi de Bretagne accepte. Il devient roi de Grande-Bretagne et il a 3 fils. Le plus jeune d'entre eux est Uther Pendragon, le père du roi Arthur. Comme le reste, cette histoire est inventée, puisqu'au 5e siècle, il n'y a pas de royaume de Bretagne. Le royaume de Bretagne sera fondé bien après, donc c'est anachronique. Et les personnages sont aussi fictifs. Mais ce récit va établir l'ascendance du roi Arthur, qui fera partie de la légende. Geoffroy de Monmouth raconte aussi comment Uther Pendragon devient roi. Parce qu'étant le plus jeune de sa fratrie, des 3 fils, il n'est pas l'héritier du trône de Grande-Bretagne. Déjà règne son frère aîné, qui est faible et qui laisse les Saxons s'installer en grand nombre dans le pays, aux dépens des Bretons. Finalement, avec une armée, les Saxons finissent par prendre le contrôle des principales villes du pays, y compris les 2 plus grandes, Londres et York, au nord. Et le roi doit fuir au pays de Galles, à Snowdonia, où il essaye de construire une forteresse pour s'y retrancher. Mais sur le site choisi pour construire cette forteresse, il s'avère impossible de construire, parce que les pierres s'enfoncent dans le sol continuellement, et on n'arrive pas à construire les fondations. Alors un devin est convoqué pour expliquer ce mystère, et il révèle que la seule façon de construire cette forteresse serait de répandre sur les pierres le sang d'un garçon qui n'a pas de père. C'est cruel, horrible, mais il faut construire. Alors on se met à la recherche d'un tel garçon. Mais comment trouver un enfant sans père? Un envoyé du roi finit par en trouver un. Son nom est Merlin, et il aurait été enfanté par des esprits. C'est là, également dans l'histoire des rois de Bretagne, que Merlin l'Enchanteur fait son apparition dans les légendes arthuriennes. Alors Merlin est amené à Snowdonia, mais il évite d'être sacrifié grâce à son intelligence. Il explique que les pierres s'enfoncent apparemment inexplicablement dans le sol parce qu'il y a une nappe d'eau souterraine en dessous du site. Avec soulagement, parce qu'on n'aura pas besoin de sacrifier l'enfant, on commence à vider, à drainer cette eau souterraine. Mais une fois la nappe asséchée, 2 dragons apparaissent, un blanc et l'autre rouge. Et les 2 dragons commencent à se battre. Par sa couleur, le blanc représente les Saxons et le rouge les Bretons. Le combat entre les 2 monstres dure et il est acharné, mais finalement le dragon rouge finit par l'emporter. Et Merlin révèle qu'il s'agit d'une prophétie. C'est le signe que la domination des Saxons sur la Grande-Bretagne sera finalement renversée. Les Bretons récupéreront leur pays. La forteresse de Snowdonia est construite, et plus tard, le roi périt dans un incendie. Le frère cadet, qui est devenu héritier, est empoisonné, et c'est donc le plus jeune, Uther Pendragon, qui monte sur le trône. Pendant des années, il mène la lutte contre les Saxons, avec certains succès. Londres est reprise, et la cour s'y installe. Mais un jour, à la cour, Uther est brutalement pris d'un désir irrépressible pour la femme du duc de Cornouailles, un de ses vassaux. En espérant que ça va le calmer,
le duc renvoie sa femme en Cornouailles. Mais Uther n'en démord pas, il la veut, et il se lève contre son vassal qui refuse de lui donner sa femme. Il marche sur la Cornouaille avec son armée, également accompagné de Merlin, devenu un jeune homme, qui est entré à son service. L'armée du duc est battue, et au moment d'entrer dans le château en Cornouailles, Merlin donne à Uther Pendragon une potion magique qui lui donne exactement l'apparence du duc. Uther s'infiltre dans le château, il trouve la femme, l'objet de ses désirs, et en se faisant passer pour son mari, il s'invite dans son lit. Dans la nuit qu'ils passent ensemble, Arthur est conçu. Il sera le fils de Uther Pendragon et de la duchesse de Cornouailles, abusé par le roi des Bretons grâce à la potion de Merlin. Ce récit est dans l'histoire des rois de Bretagne, et vous voyez bien pourquoi on ne peut pas lui prêter crédit. C'est de la fiction, dans laquelle on retrouve toutes sortes d'influences qui vont de référence à la mythologie grecque, parce que Uther qui change d'apparence pour abuser une femme, ça rappelle fortement Zeus qui fait la même chose pour coucher avec des mortels. Il y a aussi le fait que le type de société féodale qui est décrit dans le livre est complètement anachronique. Au 5e ou au 6e siècle, il n'y a pas de duc ou de vassaux. C'est une organisation politique et sociale qui est en place au XIIe siècle, quand l'histoire des rois de Bretagne est rédigée, mais pas à l'époque où les faits sont censés se passer. Toujours est-il que pour le lecteur du XIIe ou XIIIe siècle, c'est un récit épique extraordinaire. C'est ce que le Seigneur des Anneaux est peut-être pour le lecteur moderne. Sauf qu'en plus, les faits sont présentés comme ayant réellement eu lieu. Évidemment, beaucoup de lecteurs ont eu des doutes, mais à cette époque, on croit au surnaturel, à la magie, et ça peut apparaître plausible. Il n'y a pas non plus de source ni d'historien pour évaluer l'historicité de cette histoire. Toujours selon le récit, le roi Uther finit par être empoisonné sournoisement par les Saxons, des années plus tard, et son fils Arthur monte sur le trône. Arthur mène la lutte contre les Saxons à son tour, auxquels s'ajoutent des envahisseurs venus du nord, les Celtes, Écossais et Pictes, et il finit par les battre tous. La Grande-Bretagne est alors pacifiée, et une ère de prospérité et de tranquillité commence. Arthur est bien plus vertueux que son père ne l'était. Pas du genre à s'approprier et tromper des femmes comme Uther l'a fait en Cornouailles. Alors il rend les terres, usurpées par les Saxons, à leurs propriétaires légitimes. Il reconstruit le pays, et il est reconnu par tous pour ses prouesses militaires, mais aussi pour sa générosité et son sens de la justice. Il épouse une femme d'origine romaine, Guenièvre, et c'est là que fait son apparition cet autre personnage bien connu de la légende. Ensuite, l'histoire continue, après que Arthur ait pacifié son royaume. Il s'aventure en Europe, et il conquiert la Norvège, le Danemark, la Gaule, et il rassemble des chevaliers autour de lui. Mais dans cette histoire, Rome existe encore. Et comme l'ancienne province de Britannia ne paye plus tribut à l'Empire romain, ce à quoi Arthur se refuse, puisque les Romains sont partis, et qu'il revendique son indépendance, les Romains menacent d'attaquer. Alors Arthur marche vers Rome, il bat les Romains en Bourgogne, et après ça, il conçoit le projet de franchir les Alpes et d'aller s'emparer de Rome. Mais il reçoit de mauvaises nouvelles du pays. Il avait laissé son neveu, Mordred, en charge de la régence du royaume.
et Mordred en a profité pour usurper le trône. Il s'est couronné roi, et maintenant il vit maritalement avec Guenièvre. Arthur rentre en Grande-Bretagne, et une bataille s'ensuit entre l'oncle et le neveu. Bataille au cours de laquelle Mordred est tué, et Arthur grièvement blessé. Après la bataille, Arthur, qui est agonisant, est transporté vers l'île d'Avalon, une île mythique gouvernée par des sorciers dont il n'est jamais revenu. On peut penser qu'il y est mort, mais rien n'est moins sûr. Donc l'histoire des rois de Bretagne est publiée en 1136. Et comme vous l'avez vu, elle pose les bases de la légende arthurienne. Les lieux, les événements, avec la biographie d'Arthur et de certains personnages de premier plan, comme Guenièvre et Merlin. Mais la légende est encore loin de ce qu'elle va devenir au cours des 3 siècles suivants. La prochaine étape dans l'élaboration du mythe va avoir lieu en France, quelques décennies plus tard. Et elle est l'œuvre d'un poète, un auteur, Chrétien de Troyes. Certains historiens de la littérature considèrent Chrétien de Troyes comme l'inventeur du roman moderne, parce que contrairement à ses prédécesseurs, il écrit des histoires de fiction qui n'ont pas d'autre objet que de raconter des histoires. Il n'a pas la prétention de relater des faits historiques, comme le faisait la littérature mythologique depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, le fait qu'on écrive de la fiction pour la fiction, qui ne prétend pas être autre chose, ça nous paraît tout ce qu'il y a de plus normal. Mais jusqu'au XIIe siècle, on n'écrivait pas de romans, au sens où on entend le terme aujourd'hui. On écrivait des histoires, et parfois des histoires inventées par l'auteur, ou qui étaient des transcriptions d'une tradition orale, mais qui n'étaient jamais présentées comme fictives. Avec Chrétien de Troyes, et ensuite d'autres auteurs médiévaux, apparaît une nouvelle forme littéraire. Une fiction avec une situation de départ, un déroulement, qui sert de préparation à un point culminant, un nœud qui va être tranché et conduire à une résolution. Résolution qui conclut, idéalement de façon satisfaisante pour le lecteur, l'intrigue ou les différentes intrigues, les différentes histoires qui forment le récit. Que ce soit la trajectoire des personnages, un mystère qui se résout, une situation qui se débloque, etc. Quand on n'a pas ces éléments dans un récit d'aventure, que la conclusion est trop prévisible ou qu'elle paraît insuffisante compte tenu de ce qui a été implicitement promis avant, on est vite déçu ou tenté de dire que c'est mal raconté, mal écrit. Cette façon de raconter, dans des récits qui s'assument comme des fictions, c'est à cette époque qu'elle prend forme. Alors, Chrétien de Troyes connaît le récit de Geoffroy de Monmouth. Il a lu l'histoire des rois de Bretagne, et il va ajouter des éléments à cet univers. Il ajoute des personnages, à commencer par le plus célèbre des chevaliers d'Arthur, qui est Lancelot, Sir Lancelot. Un chevalier brave, beau, une sorte d'idéal de chevalerie. Mais pas parfait non plus. Le point faible de Lancelot, c'est les femmes. Et il a une aventure avec Guenièvre, alors qu'il sert Arthur. Ce qui forme un triangle amoureux avec le mari, la femme et l'amant. Guenièvre n'a vraiment pas le beau rôle. Dans l'histoire des rois de Bretagne, elle était déjà coupable d'avoir laissé le royaume tomber dans les mains du neveu de son mari, Mordred. Et là encore, elle menace l'harmonie et son mariage avec cette liaison. Selon les auteurs, elle va être dépeinte de façon différente,
mais souvent quand même comme une menace, ou même une antagoniste, la méchante de l'histoire. Et c'est quelque chose qui n'est pas rare dans les romans de chevalerie qui vont se multiplier vers la fin du Moyen Âge. En particulier toutes les histoires où un preux chevalier accomplit de grands exploits pour séduire ou mériter une dame. Dame qui se doit d'être jeune, belle et noble. Dans ces romans, les femmes sont célébrées et même mises sur un piédestal, tant qu'elles restent impeccablement fidèles, modestes et évidemment splendides. Mais c'est très normatif. Dès qu'elles sortent du droit chemin, qu'elles ne se comportent pas de la façon qu'on attend d'elles, des désastres se produisent, et pas seulement pour elles, mais pour toute la société. La femme incontrôlée, c'est la porte ouverte à toutes les catastrophes. Donc c'est presque toujours des personnages assez plats et binaires. Elles sont soit parfaites, soit méprisables. On ne leur accorde pas la profondeur, la personnalité plus équilibrée, ou la possibilité de rédemption qu'ont les hommes. Ça fait entre autres écho au péché originel et à l'histoire d'Adam et Ève, telle que la tradition l'interprète à l'époque. Et en ça, les romans de chevalerie reflètent les valeurs de la société médiévale, au moins celles de leurs auteurs et leurs lecteurs, qui font partie d'une élite éduquée, puisqu'ils savent lire. Mais ces histoires sont populaires aussi. À l'oral, elles se répandent dans les autres couches sociales. Un autre grand ajout de Chrétien de Troyes à la légende, c'est la quête du Graal, le Saint Graal. Mais au fait, c'est quoi le Graal? Dans une de ses dernières histoires, un récit qui s'appelle Perceval ou le Conte du Graal, il parle d'un Graal doré. Et le Graal, c'est un plat large et creux, donc un objet, un ustensile de vaisselle en or. Et cette histoire se déroule de la façon suivante. Perceval est un jeune homme qui a grandi au pays de Galles, élevé par sa mère dans une forêt. Un jour, il croise un groupe de chevaliers et il décide qu'il veut devenir l'un d'entre eux. Alors il se rend à la cour d'Arthur pour y recevoir un entraînement. Il devient chevalier grâce à ses capacités et à sa persévérance. Et un jour, alors qu'il retourne à sa forêt pour rendre visite à sa mère, il croise le roi pêcheur. Le roi pêcheur, aussi appelé le roi blessé, c'est le dernier d'une longue lignée d'hommes chargés de veiller sur des objets sacrés, dont le Saint Graal. Il a été blessé et il ne peut plus se tenir debout. Et donc sa principale activité, c'est de pêcher, assis dans une barque près de son château. D'où le nom de roi pêcheur. Et là, il attend, maintenu en vie par le pouvoir magique du Graal, que passe l'homme noble et valeureux, l'élu, qui pourra le soigner, lui rendre la santé. Évidemment, l'élu, c'est Perceval. Ce motif, ce sujet du Graal, va être repris dans d'autres histoires, et dans les premières, Perceval est le principal personnage. Il rejoint les chevaliers qui servent Arthur, le cercle de ses proches. Mais plus tard, dans des romans anglais et français, il est remplacé par un autre chevalier, Galahad. Comme Geoffroy de Monmouth, Chrétien de Troyes est un auteur à succès, dans le contexte de l'époque. On peut affirmer son succès en voyant les dizaines de copies de ses œuvres qui ont survécu jusqu'à notre époque. Ces histoires ont été traduites également, et elles ont contribué à populariser la légende arthurienne, qui devient, avec Chrétien de Troyes, un univers,
toute proportion gardée, c'est un univers comme celui de Marvel, si on veut. Sauf qu'il n'a pas de propriétaire. Un univers dans lequel différents auteurs reprennent des personnages à différentes périodes et ils situent leurs histoires en étendant aussi cet univers. Un successeur de Chrétien de Troyes, qui s'appelle Robert de Boron, va y ajouter une forêt enchantée, Brocéliande, une forêt située sur le continent, en Bretagne. Dans un de ses poèmes, parce que beaucoup d'histoires sont écrites en vers, elles épousent la forme ancienne des récits mythologiques. Donc dans un de ses poèmes, il fait de Brocéliande la forêt où Merlin est enterré. Et dans d'autres histoires, Brocéliande devient le lieu où une enchanteresse maléfique, la fée Morgane, capture des chevaliers. Elle les garde prisonniers dans la vallée sans retour, jusqu'à ce que Lancelot les délivre. Comme forêt enchantée, Brocéliande n'est pas inventée par Robert de Boron, elle est récupérée, parce que dans l'Europe médiévale, cette forêt avait déjà la réputation d'être un lieu mystérieux et magique. Ce concept de forêt magique, qui a été souvent replacé dans des histoires fantastiques, médiévales fantastiques, trouve son origine dans la forêt de Brocéliande. Et c'est à cette époque qu'elle est annexée, qu'elle rentre dans la littérature, en étant placée dans l'univers du roi Arthur. Cette Brocéliande magique n'est pas précisément localisée en Bretagne, mais par tradition, elle est souvent associée avec une vraie forêt, la forêt de Pimpon, qui est un village breton. Elle est devenue un lieu touristique depuis le XIXe siècle. Donc tous ces textes qui alimentent et qui développent la légende d'Arthur, ils deviennent un bon morceau de la littérature française et anglaise, au XIIIe et au XIVe siècle. Ce que les historiens appellent la matière de Bretagne, c'est-à-dire les textes écrits au Moyen-Âge autour des légendes de la Grande-Bretagne et de la Bretagne, l'Armorique, et la matière de France, qui est l'ensemble des textes légendaires de littérature médiévale en ancien français. En ancien français et pas en latin, parce que justement, c'est à cette période que les auteurs commencent à écrire dans la langue qu'ils parlent, plus seulement en latin. Et pour cette raison, on voit dans ces ensembles de textes un des fondements des littératures nationales. Il reflète aussi l'affirmation d'une identité linguistique. Et ces textes vont être traduits dans d'autres langues européennes, ce qui va élargir leur cercle de lecteurs. En parlant de lecteurs et de langue nationale, le texte fondateur suivant dans cette légende, c'est un roman, ou plutôt une compilation d'histoires, écrite en anglais de l'époque, au XVe siècle, vers la fin du Moyen-Âge, par Thomas Malory. Le titre de cet ouvrage, par contre, est en vieux français, La morte d'Arthur. La mort d'Arthur. Et ce livre est considéré comme le premier roman écrit en anglais. Donc on est 300 ans après Chrétien de Troyes et 330 ans après Geoffroy de Monmouth. Mais ce texte, qui contient 8 histoires différentes, reprises et réécrites, ou alors créées par Thomas Malory, ce texte va avoir beaucoup d'influence sur la postérité. Il devient un peu la Bible de la légende arthurienne. Déjà parce qu'il a fait un gros travail de traduction, en traduisant des récits français antérieurs et en actualisant les histoires pour qu'elles soient cohérentes entre elles. Mais succès aussi parce qu'on est à la fin du XVe siècle, et cet ouvrage va être imprimé une quinzaine d'années après sa rédaction. Le public est friand de littérature arthurienne à l'époque. Et maintenant, un livre à succès, ça n'est plus quelques dizaines de copies, lentement élaborées à la main,
ça peut être des milliers de livres imprimés. Donc ce texte va avoir une diffusion nettement plus large. Dans les 8 récits, les 8 parties de la morte d'Arthur, on suit Arthur de sa naissance jusqu'à sa dernière bataille, et on apprend aussi des dizaines d'histoires en parallèle qui impliquent les chevaliers de la table ronde. Cette table ronde où prennent place les chevaliers autour de leur roi est déjà ancienne. Elle a été mentionnée pour la première fois au XIIe siècle dans un récit d'un poète normand, Robert Wace. Et selon lui, le roi commande une table ronde qui permettra à tous d'avoir le même espace quand ils s'assiéront autour de lui. Donc Thomas Malory raconte comment Arthur est né fils d'Uther Pendragon, comment il devient roi de Grande-Bretagne en tirant son épée Excalibur de la grande pierre où elle était prisonnière, et ensuite comment il accomplit tous ses exploits militaires avec l'aide de Merlin. Dans cette version, la fée Morgane est sa sœur, mais elle le trahit et elle se retourne contre lui, tout comme Mordred, le neveu. Ensuite, Arthur épouse Guenièvre et il crée un cercle, une fraternité de chevaliers qu'il rassemble autour de la table ronde. Comme dans les autres apports à la légende, c'est largement anachronique, puisque c'est censé se dérouler à une époque où la chevalerie et la féodalité n'existent pas. Mais on a basculé à cette époque dans la fiction, et La Morte d'Arthur ne prétend pas être un livre historique. Il s'assume comme une épopée légendaire. Et le livre est d'ailleurs, là encore, un reflet de son époque, puisqu'il est écrit en Angleterre pendant la guerre des Roses, la guerre dynastique qui oppose les maisons d'York et de Lancaster. Donc le récit est imprégné de préoccupations pour l'ordre public, la politique, la légitimité qui donne le droit de gouverner, et comment certains essayent de prendre le pouvoir par la force. Une fois son royaume pacifié, Arthur marche sur Rome, et dans cette version, il va jusqu'au bout. Il est même couronné empereur après avoir battu les armées romaines. Ensuite, il rentre en Grande-Bretagne. Parmi tous ces chevaliers, le plus admiré, c'est Lancelot, qui est un archétype de perfection. Loyal, courageux, et toujours prêt à aider une demoiselle en détresse. Et dans cette version, il le fait sans arrière-pensée. Le combat intérieur de Lancelot, désormais, ce n'est plus de résister à la tentation que les femmes éveillent chez lui. C'est un combat entre le code de la chevalerie et le comportement vertueux que ce code requiert et la complexité du monde. Est-ce qu'il faut accepter de faire le mal pour obtenir un bien plus grand ? Ou est-ce qu'il faut suivre aveuglément le code de l'honneur, au risque de faire le mal accidentellement ? Dans la version de Thomas Malory, il va quand même se compromettre avec Guenièvre. Mais ça n'est pas de sa faute. Il a été ensorcelé par la fée Morgane, et c'est ça qui le fait fauter. Au cours de l'histoire, plusieurs chevaliers se lancent aussi dans la quête du Graal, y compris Lancelot et Perceval. Mais c'est finalement Galahad qui accomplit cette quête. Galahad, ça devient le modèle ultime de perfection pour un chevalier. Il est très pieux, il ne commet jamais aucun péché, et c'est grâce à ça qu'il réussit la quête. Il est le seul jugé digne de poser la main sur le Graal. Lancelot, lui, va se perdre dans ses erreurs. Il couche avec Guenièvre, sans en être responsable, puisqu'il a été ensorcelé. Mais ensuite, ça le place dans un engrenage de trahison. L'adultère de Guenièvre est révélé, et Arthur la condamne à mort. Elle devra être brûlée vive. Et c'est là que Lancelot trahit. Il se dresse contre son roi,
et il délivre Guenièvre pour la sauver, en tuant au passage plusieurs chevaliers qui cherchent à l'en empêcher. Donc il commet l'irréparable en tuant certains de ses compagnons, et ensuite il s'enfuit en France. Arthur le poursuit sur le continent, et c'est à ce moment que Mordred, le neveu, en profite pour usurper le trône et le contrôle du royaume. Alors Arthur retourne en Grande-Bretagne. Il se bat contre son neveu dans une grande bataille. Mordred est tué, et Arthur blessé mortellement. On le charge sur une barque avec Excalibur, et la barque disparaît à l'horizon, vers l'île d'Avalon. Ça, c'est juste l'histoire principale de la morte d'Arthur, puisque, comme je vous le disais, elle est pleine de récits et d'intrigues secondaires. C'est foisonnant. Donc, à la fin du XVe siècle, la morte d'Arthur est un grand succès, et elle s'établit comme le grand ouvrage de référence des légendes autour d'Arthur. Mais les temps changent. La Renaissance arrive, les préoccupations évoluent, la chevalerie tombe en désuétude, et avec elle ses romans médiévaux. Et c'est même toute la littérature médiévale qui passe de mode. Il faut dire que la production de fiction, de romans, va devenir bien plus abondante. Et donc on oublie Arthur. Cet univers devient ringard, si on veut, ou est oublié à la fin du XVIe siècle. Pas oublié au sens de complètement perdu, mais il n'est plus lu ni raconté. Plus généralement, alors que l'Europe découvre que le monde est gigantesque, à la Renaissance, qu'elle change d'esthétique, qu'elle se projette bien plus loin qu'avant, elle rejette aussi le monde médiéval, son architecture, ses coutumes, ses récits, qui vont être de plus en plus identifiés comme relevant d'une période un peu obscure, arriérée, au XVIe et au XVIIe siècle. On relève aussi de plus en plus que ces récits arthuriens sont anachroniques, que l'histoire des rois de Bretagne est fictive, donc pour le public, l'aura d'historicité, cette ambiguïté qui subsistait dans les récits arthuriens, disparaît complètement. On ne croit plus que ça soit vrai. En Europe continentale, le public oublie totalement la légende d'Arthur, alors qu'elle y était très répandue. Et elle n'est plus connue que d'un public restreint en Grande-Bretagne. Le XVIIe siècle passe, le XVIIIe, mais au XIXe se réveille l'intérêt pour la littérature et les légendes médiévales, le passé européen, avec le mouvement romantique et les différents revivals, celtiques et gaulois, germaniques, nordiques. On se réintéresse aussi à tout ce qui touche au Moyen-Âge, de l'architecture qu'on commence à imiter, comme avec les bâtiments néo-gothiques, à l'histoire, et toute cette mythologie oubliée refait surface. Elle inspire des romans qui, à nouveau, se vendent et se lisent. On réimprime la morte d'Arthur, qui devient un classique, et la légende arthurienne, avec d'autres mythes, comme la légende de Beowulf, la mythologie nordique, l'anneau du Nibelung germanique, va inspirer la littérature fantastique. À nouveau, depuis le XIXe siècle, on raconte les légendes arthuriennes pour les enfants comme pour les adultes. Et c'est pour ça qu'on connaît des noms comme Arthur, Lancelot, Merlin, Excalibur. Une légende élaborée au Moyen-Âge, mais située avant, dans le passé, à la jonction du monde antique et du monde médiéval. C'est la fin de notre histoire pour ce soir. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez choisir un autre épisode, une autre aventure dans la bibliothèque des rêves.
et vous embarquer pour un autre voyage. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves.